Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laura de Gracia, fondatrice chez Collective Adventure. Collective Adventure est un studio d'édition de jeux de société à impact pour des joueurs qui veulent allier amusement et utilité sociale. Donc avant de commencer cette interview, salut Laura, Salut Xavier. comment vas-tu aujourd'hui? Ah bah écoute, très bien, très content d'être là. Cool, super. Donc avant de commencer l'interview, Laura, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un jeu à impact? Alors oui, alors en fait, je sais pas s'il y a une définition pure et dure, mais en tout cas nous, comme on l'entend, en fait, comme on a envie de le pratiquer, c'est c'est justement de remettre du sens dans le jeu, parce qu'en fait pour nous, il y en a toujours eu du sens. C'est-à-dire, c'est vraiment pour répondre un peu à cette phrase un peu piquante qu'on a pu entendre en tant que bon trentenaire une bonne dizaine de fois, à savoir vous avez que ça à faire de jouer, ça sert à rien. Et en fait, nous on pense tout le contraire, on pense que c'est hyper utile de jouer, que les enfants jouent jusqu'à qu'ils deviennent adultes finalement. Et donc c'est un peu ça aussi pour nous le jeu impact, c'est de remettre un peu au même niveau les imaginaires, enfin voilà, ce que c'est de jouer, ce que c'est de développer son imaginaire et comment demain, en développant ses imaginaires, on peut agir aussi sur la société dans laquelle on a envie d'être demain. Donc en fait, pour ça, c'est ça. Pour nous, c'est ça, le jeu à impact. C'est de remettre du plaisir dans le fait de s'engager et d'imaginer un monde meilleur demain. Voilà, c'est un peu onirique, mais c'est un peu tout ce que ça englobe pour nous, cette définition de jeu société à impact. Ok, ok, super, bah, merci. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et comment tu es devenue cette fondatrice de jeux de société? Oui, alors Et, je et je te remonte. ouais, pour remonter, comme je t'avais dit en début de Hmm. séance, moi j'aime bien remonter un peu, même dans l'adolescence, avant que tu sois peut-être, que tu aies commencé ton activité professionnelle, pour que les personnes, les auditeurs qui vont écouter, pour que peut-être ils s'identifient à l'histoire que tu as vécue, par quoi Mhm. tu es passé pour arriver où tu en es aujourd'hui. Hmm. Ok. Alors, adolescente, il y a effectivement un âge qui est assez clé. Chez moi, c'est 13-14 ans. Puisqu'en fait, je me suis mis à cette époque-là une idée en tête qui était de travailler dans la publicité. Ce qui sortait de nulle part, parce qu'en fait, je viens d'une famille plutôt ouvrière. Voilà, j'ai grandi à Marseille. Pas d'entrepreneur, pas de cadre, pas de personne qui avait le bac en fait, même chez moi. Enfin, là, donc globalement. Et donc je n'arrive pas à. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée plus tard à 30 ans. Hein, mais pourquoi cette vocation pour la communication, la publicité, alors que j'avais aucun modèle là-dedans. Donc avec les années, j'ai un peu analysé le truc en me disant, je pense que il y avait peut-être parce que j'ai beaucoup fait je lisais beaucoup, j'ai fait du théâtre plus petite, etc. Et je me demande si c'est pas une façon, un rêve de petite fille d'avoir voulu travailler peut-être dans le cinéma ou ce genre de choses, et que très vite je me suis dit, c'est pas ma portée. En fait, clairement, je ne connais personne dans ce milieu, et donc je pense que je me suis auto-censurée. Et donc le moyen le plus facile pour moi d'arriver sur grand écran, c'était peut-être de passer par la publicité. Donc là, je te fais la réflexion à l'envers. Voilà, une fois que j'ai eu 30 ans, j'ai analysé ça comme ça. Mais donc oui, 13-14 ans, découverte, je pense, ouais, de la publicité au cinéma. Je trouvais ça fou. Tout ce qu'on pouvait faire passer voilà, un petit format de 30 secondes, et ça m'a assez fascinée. Et donc, je suis arrivée assez convaincue de ça. Donc, j'ai vu des conseillères d'orientation qui m'ont dit à l'époque, ah non, mais par contre, c'est un milieu de requin, vous y arriverez jamais. Par contre, vous êtes littéraire, donc allez faire du journalisme, ce sera très bien. Et en fait, je me suis accrochée à l'idée. Et donc, j'ai un peu fait mon parcours comme ça, alors en n'ayant justement pas bah, vraiment d'adultes référents pour m'aider. Donc, moi, typiquement, je ne savais pas au lycée que je savais pas ce qu'était Sciences Po, enfin, vaguement de loin, mais ça me parlait pas du tout. Je savais pas que ça aurait pu être peut-être une voie. Les écoles de commerce, c'est pareil. Je voyais que ça coûtait cher et que c'était pas envisageable. Donc j'ai un peu fait mon parcours comme ça, de bon en petit bon, en fait, en me disant bon, je passe mon bac. Ensuite, j'avais trouvé un BTS qui faisait de la com. Donc je suis allée dans un BTS qui faisait de la com.
Ensuite, c'était compliqué de repartir après un BTS en licence, donc j'ai réussi par le prisme de l'alternance. Donc ça a été un chemin un peu tortueux au départ, parce que j'aurais pu avoir une voie plus facile. Mais ça a été hyper fondateur pour moi parce que j'ai commencé à travailler très jeune. En fait, à finalement 17 ans, je travaillais, j'avais mon appartement. Donc je suis arrivée à Paris à 23 ans en ayant finalement, pour ma dernière année d'études, en ayant déjà finalement 3-4 ans de boulot derrière moi, en étant une petite adulte qui avait déjà pas mal de responsabilités. Et en fait, ça s'est un peu fait avec un peu par hasard en fait. J'ai fait ma dernière année d'études, je suis tombée dans une agence plutôt digitale dans le web. Bon, ça s'est super bien passé, j'ai fait des belles rencontres et en fait, comme ça, j'ai fait un peu des sauts de puce tous les 2-3 ans parce que j'avais, je pense, un peu cette soif d'à chaque fois aller un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus dans des entreprises peut-être qui à mes yeux étaient un peu prestigieuses parce que justement c'était peut-être le summum de la réussite pour moi d'arriver dans une grande entreprise voilà, avec un nom qui claque à la Publicis, ce genre de choses. Donc je te résume un peu mon parcours, mais c'est ça, j'ai fait 10 ans de com, de marketing dans des plutôt grosses entreprises. Ouais. Et plus parce que, ouais, je pense en quête de reconnaissance sociale en fait. De me dire je vais y arriver. Et je pense que cette phrase à 13 ans de la conseillère d'orientation qui m'avait dit vous n'y arriverez pas, vous n'avez pas de réseau, c'est pas la peine d'essayer en fait, vous allez vous brûler les ailes. Bah, je crois que ça a ancré un truc assez fort chez moi de tu vas voir, je vais y arriver. C'était quoi que tu avais ressenti à l'époque, une sorte de Ça m'avait émotion, tu vois, ou de la colère un peu. colère, Enfin, ouais, j'avais trouvé que c'était pas. En fait, j'avais trouvé que ça appuyait sur pas grand chose parce que ce genre de rendez-vous, en plus, ça dure même pas 1 heure. Elle connaît pas grand chose de toi. Et donc, ça m'avait un peu, ouais, ça m'avait mis. Je crois que j'ai toujours été un peu rebelle quand même, hein. Enfin, même ado. Donc, pour le coup, ça avait plutôt eu cet effet de me dire non, mais attends, on se connaît pas. Tu m'as vu 2 secondes. Le journalisme, ça m'intéresse pas. Enfin, non. Et donc, ouais, je pense que finalement, merci. Parce que ça a ancré un truc assez fort chez moi qui est je vais te prouver que sans réseau, moi, je vais y arriver en fait. Voilà. Donc, j'ai été prise un peu dans un ouais, peu cette frénésie. du coup, tu vois, ouais, à travers le retour que tu as fait, une Mm. sorte de cadeau. Ouais, au final, oui. Hmm. Oui, parce que j'ai pas vécu comme ça sur le moment. Et même même quelques années plus tard, hein, où je le racontais en disant, mais c'est quand même hyper limite en fait. Parce que le propre justement du conseil d'orientation aux jeunes, c'est aussi de leur ouvrir la voie, de leur donner des clés. Et Ouais. pas de fermer tout de suite des portes en disant non, c'est pas pour toi. Hmm. Et puis il y a vraiment ce côté, tu es une Marseillaise, ça se passe à Paris, donc c'est pas pour toi, quoi, vraiment. Donc au final, oui, c'était malgré elle, hein, parce que je suis pas sûre que c'était un cadeau, c'était un cadeau conscient qu'elle m'a fait, mais ouais, je me dis au final, ça m'a poussée. Et c'est quelque chose dont j'avais besoin, je pense, sur les 10 premières années, justement, là, c'est 20-30 ans qui sont hyper importants, finalement, dans la façon dont tu te construis. Bah, j'avais cette espèce un peu cette rage de réussir qui, je pense, m'a fait du bien à ce moment-là de ma vie, qui est Ouais, ça moins... fait un moteur. Exactement, exactement. Et ouais, complètement. En fait, c'est aller ce moteur. Tu dis 20-30 ans, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je pense que alors déjà la vie te rattrape aussi, même la vie perso, c'est-à-dire familiale, etc. Je pense que sur ces 10 années un peu carriériste au final, même si c'est un peu péjoratif comme terme, mais parce que j'ai jamais voulu marcher sur la tête de personne, mais par contre j'avais quand même, la carrière était hyper importante pour moi et était vraiment au centre de ce que j'étais, parce qu'en fait à l'époque je pensais que si on m'enlevait mon travail, il restait plus grand chose. Waouh. Donc quand même. Donc, bon, je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'était quand même très fort chez moi. Et en fait, à 30 ans, je pense que j'ai eu un moment d'essoufflement. Il y a un peu ma vie familiale qui m'a rattrapée aussi, puisqu'en étant aussi à fond pendant 10 ans sur le boulot, ça m'a permis d'écarter plein de problématiques plus personnelles que j'avais pas envie de voir. Et donc, ouais, petite crise de la trentaine aussi, hein. Je pense que ça a commencé à 29 ans, où là, je me suis dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décennie qui approche, je vais me la prendre bien en frontal.
Et puis un peu d'épuisement pro, et puis la perte de sens assez classique aussi. Je pense qu'on est beaucoup à vivre, mais c'est ça, c'est de me dire, bon, bah, c'est cool, je suis arrivée à un gros poste, un beau salaire, je peux me la péter en soirée en disant, voilà, je travaille dans telle grosse boîte hôtelière, etc. Et en fait, on s'en fout. Je pense que ça a été un peu ça, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait plus sens pour moi. C'est-à-dire que j'avais peut-être comblé un peu le rêve de la petite fille et un besoin de reconnaissance sociale qui était fort à 20 ans, mais en fait, à 30 ans, j'étais plus mature, j'avais autre chose qui me parlait dans la vie, et du coup, il y a eu un peu une inadéquation, je bug sur le mot, entre ce que j'étais, ce que j'avais été, de ce que j'ai été maintenant. Et est-ce que c'est pas par rapport au fait, tu vois, t'as assouvi ce besoin de reconnaissance et là tu te dis, et what else en fait? Ah mais c'est sûr, oui, alors c'est sûr qu'il y a quand même cette quête. Oui, moi je vis dans le projet tout le temps, j'ai tout le temps besoin de me projeter, et donc c'est sûr que je pense que j'avais fait le tour du sujet et Ouais. que là je commençais un peu à tourner en rond. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu ça. Et puis ouais, il y a eu aussi l'envie d'être un peu moins auto-centré. C'est-à-dire que je pense que sur le 20 à 30 ans, tu te Ouais. construis, et j'avais des choses à réparer peut-être chez moi, et voilà. Et puis là, il y a eu un peu ce moment de OK, c'est super. Maintenant, qu'est-ce que toi t'apportes au monde, entre guillemets, enfin, à quoi tu sers? Hmm. Voilà. Ce que je me posais potentiellement vachement moins à 20 ans, quoi. Dire à 20 ans, j'étais moins là-dedans. Oui, ou t'es moins dans les besoins de reconnaissance, ou t'évolues Mmh, dans cette pyramide de Maslow mmh, et t'as besoin, voilà, comment je vais contribuer, comment exactement. je monte un peu plus parce que voilà, je me suis satisfait moi, mais Exactement. je vois qu'il y a un moment, il y a une Mmh, limite et tout que à fait. c'est pas ça qui me remplit de joie au final. Mmh, Donc, de ce passage-là, 20-30, où tu étais plus auto-centré, mmh, là, t'es arrivé dans une phase un peu perte de sens. mmh. Et donc, tu t'es dit quoi? Bah, ça a été long, en fait. J'avais un peu je pense que moi, j'étais un peu bercée à ces parcours de gens qui se reconvertissent, et en fait, ils ont toujours une passion secrète, et puis bim, un jour, ils se réveillent, ils disent, allez, ça y est, et puis en 2 mois, c'est fait. Bon, alors moi, clairement, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire que ça a été long. Il y a vraiment eu un moment de je ne supporte plus ce que je fais, je veux plus faire ce métier, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc là, il y a eu une période où j'alternais entre je postulais euh, massivement, j'envoyais plein de CV pour me rassurer, parce qu'en fait, je me disais non, non, mais je vais mettre fin à ma carrière pour toujours, il faut absolument que je retrouve du boulot. Et en même temps, à chaque fois qu'on m'appelait, je disais non à toutes les offres, j'allais même pas aux entretiens, parce que vraiment de façon intrinsèque, je ne voulais pas refaire ce que je faisais déjà. Donc il y a eu quelques mois un peu comme ça de flottement, où pour le coup, je suis partie en exploration, c'est-à-dire j'ai testé des choses. Donc j'ai fait des bilans de compétences, j'ai fait pas mal de bénévolat pour des structures dans l'économie sociale et solidaire, parce que je m'étais dit, bon, ben, j'ai envie d'être utile, on va commencer par ça. Euh, et donc ça, j'ai fait ça quelques mois. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, alors peut-être que le problème, c'est pas mon métier, c'est comment je le fais. Donc je vais me mettre en auto-entrepreneur et en micro-entrepreneur aujourd'hui. Et je vais aller faire du marketing et de la communication pour des structures qui ont du sens. J'ai fait ça quelques temps aussi. Hyper intéressant parce que je me suis formée, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, mais c'était pas, je tapais à côté à chaque fois à dire que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et puis et puis surtout en fait, ça faisait quand même quelques années il y avait quand même un truc dans la tête qui trottait, qui était autour du ludique, mais je pense, joli petit syndrome de l'imposteur, bah, j'avais jamais monté de boîte, je connaissais pas de gens autour de moi qui avaient monté d'entreprise. Euh, j'ai quand même grandi aussi dans une famille où la passion, c'est pas quelque chose dont on vit, en fait, tu vois, avec un peu cette idée de ce qui est de l'ordre du plaisir, c'est pas économique. Donc voilà, et j'ai fait un peu le chemin, donc j'ai continué à travailler comme ça, à faire de la facilitation, à travailler pour des assos, en ayant quand même de plus en plus ce projet qui me trottait dans la tête, jusqu'à un moment où je sais pas tellement pourquoi, mais ça s'est aligné, quoi. C'est-à-dire que à la fois, je pense que moi j'étais prête parce que j'avais passé
2 ans finalement à me former dans le milieu de l'ESS, de l'impact, et je me sentais légitime, en fait, là où je ne me serais pas sentie légitime 2 ans avant, parce que je sortais du marketing plutôt produit et j'avais l'impression que je ne pouvais pas, moi, aller sur de l'impact. Je n'avais pas le droit. Et parce qu'en fait, en étant avec plein de personnes différentes, à chaque fois que je parlais de notre passion pour le jeu avec mon partenaire dans la vie perso, où on faisait plein d'initiations, en fait, à chaque fois qu'on invitait des gens, ils nous parlaient de ça. Ils disaient, ah oui, vous êtes des joueurs, vous pouvez nous faire tester. Enfin, c'est un truc qui revenait tout le temps. Et donc, il y a un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est trop dommage, quoi. Pourquoi on peut pas associer les deux, et pourquoi ça pourrait pas être utile? Et donc, on a commencé comme ça à un peu le tester dans nos vies pro, en faisant des ateliers pour des collègues de boulot, en faisant du team building vraiment pour nos équipes. Et au fur et à mesure, c'est devenu Collective Adventure, mais ça a été un parcours, en fait. Je pense que vraiment, de bout à bout, c'est à peu près 3 ans, vraiment, entre le moment où j'ai quitté le salariat et où on s'est dit, OK, en fait, on lance un studio de création de jeux société impact, il y a eu 3 ans. Donc, il y a des gens pour qui c'est rapide. Moi, ça a été un parcours, quand même. Et c'est quoi les challenges que vous avez vécus pendant ces 3 ans? Alors là, pour le coup, les challenges, alors sur les 3 ans, je pourrais pas dire vous, parce que ça a été quand même très personnel, dans le sens où toute la phase de questionnement, de peur, ça c'est vraiment moi qui l'ai vécu. Dire que Jérémy, mon associé, partenaire, il a été, il a été plutôt en support pour. Ouais, non, mais il a été hyper important, en fait, parce que justement, c'est parce qu'il était là aussi que j'ai pu avoir le droit à cette phase d'exploration. Et il a été là aussi de temps en temps pour me sortir la tête de l'eau quand j'avais l'impression que je me noyais. Mais ouais, les challenges, ça a été de s'écouter, de réapprendre à utiliser mon temps, de réapprendre à justement à pas me définir que par mon identité, mon statut social et l'intitulé de mon poste, en fait. Ça a été un vrai sujet, ça, parce qu'il y a eu une période où j'avais pas de poste à part entière, je faisais des choses, mais je pouvais pas dire je suis responsable. Et voilà, ça a été un challenge aussi d'assumer, d'en parler aux amis, à la famille. Ça a été plutôt simple, curieusement, alors que c'est pas leur. Ils sont pas issus du tout de ça, mais ils ont été assez supportifs. Après, c'est plus l'entourage, en fait, les collègues de travail, un peu le troisième réseau. Finalement, les gens autour de toi, ça s'est toujours très bien passé, mais c'était plus ce fameux entourage un peu lointain qui était plus difficile. Parce que ça renvoyait une image un peu peut-être de leur propre peur, mais c'était difficile à assumer, en fait. Tu avais un super boulot, bien payé, je comprends pas, pourquoi tu te compliques la vie, voilà. Donc ça, c'était un peu un truc qu'on m'a fait sentir pas mal. Donc il y a eu ça comme challenge, moi, plus perso. Et après, par contre, le challenge de monter une entreprise avec ton partenaire et de boulot et de perso, c'est quand même un challenge. Donc on les découvre encore tous les jours, je crois, les challenges qu'il y a à dépasser, mais c'est de se faire confiance, de s'écouter, de réussir à avoir des filtres finalement que tu vas avoir avec des gens avec qui tu travailles. Naturellement, tu vas avoir des filtres, en fait, quand tu leur parles, qui vont complètement sauter quand tu parles à ton partenaire, ton ou ta partenaire. Donc ça, c'est un gros challenge aussi, de ne pas empiéter. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre ça empiète sur ta vie perso, sur ta vie pro? Comment tu fais quand il y a des semaines où tu ne parles que de ça, que du projet que tu es en train de créer? Voilà, donc ouais, les challenges, c'est de l'ordre de l'organisation et de l'énergie aussi, de réussir à avoir la bonne énergie de mouvement et pas tout le temps se faire happer soit par l'extérieur qui peut être un peu anxiogène, par toi-même avec tous tes doutes, parce que souvent je pense que les entrepreneurs, leur meilleur, je sais pas si c'est meilleur, mais leur plus gros frein, c'est eux-mêmes, quoi. C'est tous les bâtons qu'on se met nous-mêmes justement quand il y a des crises de légitimité, quand la peur, voilà. Je pense que c'est un... Et les peurs, en parlant des peurs, est-ce qu'il y a eu dans ce parcours des peurs particulières, toi qui... Oui, alors je te fais une tête, tu l'auras pas. Oui, effectivement, je t'ai fait la tête et pas le son, mais oui, mais j'ai l'impression que des fois, moi, je me dis que je ne suis que peur, donc heureusement non, parce que sinon on n'avancerait pas. Mais
Ouais, il y en a plein de peurs, mais heureusement, après, j'espère qu'on arrive à avancer avec. Mais oui, la peur de pas réussir, la peur de réussir aussi des fois, où tu te dis c'est trop gros, comment je vais faire. Euh, Moi, il y a beaucoup la peur de décevoir l'autre aussi, mais ça, c'est encore très lié au fait qu'on travaille, enfin qu'on crée un projet ensemble. Dire quand tu as fantasmé l'idée de monter c'est un rêve qu'on partage depuis 10 ans. Quand tu as rêvé de faire ça ensemble et que tu le fais, bah, il y a quand même ce truc aussi de est-ce que ça va matcher, est-ce qu'on va pas se décevoir quand il y a un peu ce sujet d'admiration professionnelle aussi qui vient se mélanger à du perso. Donc ça, c'est une peur qui est assez constante. Et non, voilà. Et puis ouais, la peur de mal faire, la peur de pas être bon sur certains sujets. Mais parce qu'en fait, c'est ce que tu apprends, ça aussi, c'est tout le chemin de l'entrepreneuriat. C'est clairement, il faut accepter que tu ne vas pas être bon, surtout. Et moi, je viens d'un parcours où j'ai été experte sur un métier, sur un sujet. Et donc là, de basculer à il y a plein de sujets que je maîtrise pas, et en fait je suis quand même globalement seule sur le bateau. Alors pas seule parce que bon, on a des personnes merveilleuses qui travaillent avec nous, voilà, mais globalement en tout cas qui tient la barre, souvent t'es un peu seule. Ouais. Et donc accepter de pas être bon partout, et c'est pas grave, et on apprend, mais voilà. Le try, fail, learn. Exactement. Essayer, échouer, apprendre. Pour ça. Ouais. Ouais, mais quand tu viens, moi je peux être aussi assez exigeante. Enfin, j'aime les choses bien faites et voilà, ouais. Donc je peux être assez exigeante. Bah, c'est difficile quand toi-même. Il y a des moments où je me rends compte que je suis pas si bonne que ça, ou je sais pas, je sors d'une réunion et je me dis mince, je me suis pas trouvée très bonne, j'ai pas été aussi percutante que ce que j'aurais voulu. Bah, ça c'est un sujet aussi, dire qu'il faut accepter. Finalement, il y a des moments où je serai pas au top, et bon, bah, c'est pas grave. J'apprends. Mais est-ce que c'est pas aussi ce processus-là qu'on vit dans l'entrepreneuriat? Après, chacun le vit différemment, mais même presque un processus qui mène à une certaine humilité, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, mais carrément. Carrément. Mais c'est ça, je sais que cette phrase, quand en fait, on a fait on a été accompagnés, on a notamment fait le parcours entrepreneur Ticket for Change l'année dernière. Et je sais que cette phrase de il faut apprécier le chemin, c'est pas le but en soi. Moi, c'est une phrase qui pouvait me tendre en fait des fois, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose que tous les entrepreneurs te disent. Non, mais c'est des difficultés, mais il faut vraiment apprécier le chemin. Mais c'est vrai que quand toi tu es dans ta difficulté, ce mantra, il te paraît un peu particulier. Tu as envie de dire non, mais en fait, moi j'aimerais bien juste y arriver. Et en fait, c'est vrai. Donc, du coup, je reviens à ce fondamental qu'au final, même des portes qui se ferment, ça va toujours ouvrir sur quelque chose. Et je commence à apprécier le fait d'apprendre tous les jours. Alors que peut-être les premiers mois, j'étais très orientée résultat. Si ça passait pas, voilà, il y a vraiment ce côté un peu frustration. Je me suis peut-être un peu assouplie aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois pas tout comme un énorme problème. J'arrive à me dire, ok, là c'est compliqué, mais en fait c'est pas grave, on va réussir à le passer autrement. C'était peut-être un état d'esprit que j'avais moins il y a quelques années, voire quelques mois. Donc oui, mais c'est a posteriori que tu arrives à te rendre compte que ton mental il change en fait. Oui, avec l'expérience. Exactement. Avec les noms, hein, finalement. C'est aussi c'est beaucoup de noms l'entrepreneuriat, mais finalement c'est toujours des noms qui ouvrent sur des opportunités, donc c'est cool. Moi j'aime bien utiliser la métaphore de la montagne quand tu escalades, quand tu fais une randonnée, tu peux être focalisé sur la douleur, la difficulté et tout ça, mais en fait faut vraiment apprécier le chemin, parce que quand tu arrives en haut, ça va être très rapide en fait, le fait d'être en haut et de voir le paysage, le point de vue, mais en tout cas l'essentiel de la randonnée où tu vas kiffer, 99% du processus d'une randonnée, c'est monter en fait. Donc si tu as un chemin, le petit résultat de voir ce qu'il y a en haut, c'est... Ouais, c'est clair. Bah, surtout que finalement ton curseur
ton arrivée en tant qu'entrepreneur, déjà, il peut changer tout le temps et il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que ça veut dire quoi avoir réussi ton entreprise ou ton parcours d'entrepreneur, je pense que tu n'auras pas la même réponse que ce que je vais avoir moi. Voilà. Donc, si effectivement tu mises tout sur le résultat qui est, je sais pas, voilà, qui est tellement différent d'une personne à l'autre, oui, je pense que ça doit être très douloureux parce qu'on est quand même parti pour que ça dure quelques années. Donc, ouais, je pense c'est important d'apprécier toutes les petites victoires en fait. Ouais. Parce que finalement, il y en a tous les jours. Et cette métaphore dans la randonnée dans la montagne, c'est s'arrêter, se retourner et regarder le paysage et regarder complètement. qu'on a grimpé, tu Ouais, vois. complètement. Bah, c'est quelque chose que je faisais pas et que je fais mais de plus en plus aujourd'hui en me disant, et ça permet justement de prendre du recul, de pas réagir toujours trop sur l'impulsion et ouais, de se rendre compte que dans une journée, il y a quand même des moments, même si c'est court, il y a quand même des trucs cool qui sont passés. Et ça peut être juste un échange comme ça en fait, où tu es content de parler à quelqu'un et ça se passe bien et voilà. En fait, déjà, c'est quelque chose de positif et c'est un bon booster. Suite au parcours Ticket for Change que tu as suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoute, ça a duré, déjà ça a été un vrai moment important pour nous, ça a duré 6 mois. On est arrivé avec juste une idée de projet et au final, on a terminé en décembre et concrètement, c'est plus juste une idée de projet. On est en train de lancer notre premier jeu, on a des personnes qui travaillent pour nous, un illustrateur, une autrice, donc c'est une vraie entreprise qui est en train de se monter. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, ça s'est jamais vraiment arrêté. Je crois que c'est un peu la belle aventure de l'entrepreneuriat aussi, c'est finalement tu n'es jamais tout seul. Je crois que c'est hyper important ça, c'est-à-dire que la communauté qu'on a créée pendant le parcours et qui peut être dans un cadre d'incubateur, mais qui peut se faire aussi autrement, on la continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 40 entrepreneurs avec lesquels on a passé ces 6 mois très intenses, la plupart, on leur parle encore toutes les semaines. On continue d'être tous hyper contents de voir nos projets évoluer. Donc je crois que ça, c'est la chose que je retiens le plus. C'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure de rencontres et humaine, ouais, exactement. Exactement. Donc je pense que ça, c'est la plus belle surprise en fait du parcours parce que je sais pas si je m'attendais forcément à ça. J'y suis allée vraiment comme dans des clés pour monter une entreprise et en fait je me suis pris un peu une claque en me rendant compte que c'était surtout des gens que j'avais rencontrés et que j'avais très envie de les garder encore très longtemps. Voilà, et là ce qui se passe concrètement, c'est qu'on est en train de développer le premier jeu de notre collection. On travaille avec un laboratoire sur la thématique de la biodiversité, qui est la première qu'on va traiter. On a lancé des playtests, donc en fait on fait jouer les week-ends nos jeux dans des bars à jeux et ça nous permet de se rendre compte concrètement si les joueurs adhèrent ou pas et de pouvoir faire évoluer aussi notre jeu en fonction. On va aller sur des festivals cet été, notamment le FLIP, qui est un festival international du monde ludique et avec un objectif qui est de lancer la campagne les préventes en fait via un financement participatif en septembre. Donc là on est à fond dans la création, dans du développement, avec toutes les casquettes différentes que ça implique aussi, mais c'est la partie quand même hyper sympa de l'entrepreneuriat aussi. C'est forcément le moment où tu es en train de concevoir ton produit, ton service avec les utilisateurs et puis alors, nous dans un secteur qui est quand même un peu sympa puisque on crée du jeu toute la journée, donc c'est quand même voilà, je me dis il y a quand même pire comme activité à faire tous les jours. Donc ça se passe plutôt bien avec des hauts, avec des bas, voilà, c'est hyper intense et en même temps c'est hyper gratifiant de voir que c'est en train de naître sous nos yeux. Ouais, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de l'environnement, de t'entourer. C'est quelque chose que tu as découvert dans l'entrepreneuriat, dont tu avais peut-être peur en sortant du salariat, de plus avoir cet environnement que crée la société en fait.
Ah ouais, complètement. Ouais, carrément, carrément. Oui, surtout qu'en plus, sur la fameuse cette décennie de 20-30 ans, c'est vraiment là où tu crées ton réseau aussi. C'est-à-dire que les collègues de travail, ça devient tes amis, etc. Donc, c'est vraiment hyper riche, en fait, à 20 ans, quand tu commences en entreprise. En tout cas, moi, quand j'ai commencé en entreprise, c'était hyper riche. Et ouais, donc j'avais un peu cette peur d'être seule, ouais. Ouais, complètement. De... Oui, c'est ça, en fait. C'est d'être seule, de moins rencontrer. Alors, en plus de ça... on a pris le Covid au milieu. Donc, forcément, je pense que quand j'imaginais l'entrepreneuriat il y a 2-3 ans, je ne m'imaginais pas forcément en télétravail quasiment à 100%. Euh, Ce qui me va bien aujourd'hui, et puis ça n'empêche pas en fait de rencontrer plein de personnes. Mais oui, la peur d'être isolé, oui, de te dire là j'ai un point bloquant, j'ai personne à appeler pour vite me débloquer, discuter. Et sauf qu'en fait, c'est pas vrai, puisque on arrive toujours. Enfin, moi j'ai réussi à recréer un réseau et je peux, quand je bloque, appeler 5 minutes ou 10 minutes quelqu'un qui va m'aider à réfléchir. Donc non, au final, enfin, là-dessus, j'ai rien perdu. Ouais, tu as recréé en fait Mm, ton écosystème, ton environnement qui te soutient avec des expertises mm. diverses et variées et peut-être des gens qui sont aussi peut-être plus alignés avec qui tu es. En tout cas, plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Oui. Mhm. C'est ça aussi, c'est que Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'ai pas... En fait, j'ai pas switché de réseau, tu vois, en disant, allez, hop, j'avais un ancien réseau de salariés, puis maintenant, je vais avoir que des entrepreneurs. Mais en fait, c'est que naturellement, forcément, je me suis un peu adaptée et donc j'ai recréé des liens avec des personnes qui forcément avaient les mêmes préoccupations que moi. Il y a 3 ans, c'est des personnes qui étaient plutôt dans des réflexions de reconversion ou de quête de sens. Et effectivement, aujourd'hui, je vais plutôt être au quotidien avec des personnes qui sont à leur compte, qui sont en train de monter leur entreprise, mais je pense que ça se fait un peu naturellement en fait. C'est que forcément t'entourer de personnes qui ont les mêmes questionnements que toi au moment où tu te poses ces questions. Peux-tu nous parler du jeu qui va sortir en septembre et pour que les auditeurs comprennent en quoi ça consiste et peut-être les futures éditions qui vont sortir, quels sont les thèmes aussi. Ouais, complètement. C'est ma partie préférée, hein, de parler de notre jeu. Oui, donc en fait, on lance une collection de jeux qui s'appelle Roll Time. Alors pourquoi Roll Time? Parce qu'en fait, on s'inspire d'un divertissement que nous on pratique depuis 10 ans pour moi et 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, pour Jérémy, qui est le jeu de rôle. Donc en fait, je ne sais pas si tu as la référence, je vais te donner la grande licence qui est Donjons et Dragons, qui est la plus connue, mais le jeu de rôle, ça peut se passer dans plein d'univers différents. Ça peut aller du très contemporain à effectivement du fantastique. Et le principe de ce type de jeu, c'est des jeux qui sont narratifs. Donc en fait, les joueurs sont à la fois narrateurs et acteurs du jeu et collaboratifs, puisqu'en fait, dans nos jeux, il n'y a pas de perdant. En fait, c'est pas tu gagnes ou tu perds contre les autres joueurs, c'est en fait tu gagnes ou tu perds tous ensemble, potentiellement contre le jeu. Euh, et encore, même quand tu perds, au final, tu as vécu une aventure comme de regarder une bonne série télé avec tes potes, donc tu n'as pas vraiment perdu. Donc on s'inspire du jeu de rôle pour créer notre collection de jeux Roll Time. Et on parle de collection parce qu'en fait, on ambitionne de sortir un jeu, un titre par an sur une thématique en lien avec les enjeux environnementaux. Donc la première thématique, c'est la biodiversité des insectes. Ce premier jeu va s'appeler la plaine des bourdonnements et va permettre aux joueurs d'incarner des insectes pollinisateurs, mais vraiment avec cette idée de s'amuser. Donc en fait, ce qui est hyper important pour nous, c'est pas de proposer un serious game, mais vraiment un jeu. Donc là, ici, tu peux jouer un bourdon druide, une mouche sorcière ou un scarabée guerrier. Mhm. Donc tout est fait pour que tu passes plutôt un bon moment avec tes amis. Mais le scénario est travaillé en sous-couche avec le laboratoire d'éco-entomologie, qui est partenaire de ce premier jeu et qui nous aide justement à la fois raconter une histoire
qui peut être aussi fantastique parce que clairement, tu vas pas croiser tout de suite un bourdon avec un bâton de druide dans ton jardin. Mais en revanche, les insectes, les espèces dont on parle sont des espèces que tu peux retrouver dans ton jardin. Les causes de la disparition des espèces qu'on aborde à travers le jeu sont des causes que tu vas pouvoir effectivement découvrir aussi dans la vraie vie. Et donc, c'est un moyen de permettre à des joueurs, s'ils en ont envie, d'aller plus loin, puisqu'ensuite, dans la boîte, à chaque fois, tu as un livret pédagogique qui permet d'expliquer tout ce qui s'est passé dans le jeu, donc qui est découpé en épisodes, un peu comme une série, de pouvoir ensuite regarder dans ce livret pédagogique concrètement le parallèle de ce qui se passe dans la société actuelle. Ouais, c'est un jeu, c'est immersif, c'est éducatif et tu Exactement. peux aller plus loin pour avoir un impact. Et de quelle façon, en fait, ça propose des exemples en fait pour avoir un impact par la suite? Justement, en fait, dans notre guide, le petit guide pédagogique qui est dans la boîte, il a plusieurs rôles. Il a déjà donc ce premier rôle qui est d'expliquer épisode par épisode quel est l'envers du décor, mais également de proposer des initiatives en fait pour que chaque joueur, s'il en a envie à son échelle, constate qu'il peut s'engager et qu'il y a plein d'initiatives hyper sympas qui existent. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui font des super belles choses et qui n'ont pas forcément la notoriété ou la visibilité. Et donc là, c'est un moyen aussi pour eux de toucher un nouveau public et de pouvoir proposer aux joueurs de s'impliquer. Et ça peut être, c'est hyper varié, hein. Ça peut être d'assister à des ateliers, mais ça peut être de faire des animations avec leurs enfants. Enfin, là, on travaille avec des partenaires justement qu'on met en avant dans ce guide et qui pourront prendre le relais, parce que nous, on ne vient pas faire de la sensibilisation, en fait, c'est pas notre métier. Nous, on fait du jeu. Par contre, on oriente vers des acteurs qui, eux, vont pouvoir ensuite proposer des actions concrètes. Excellent. Et tu disais également que vous aviez créé ce premier jeu, La Plaine des Bourdonnements, avec un laboratoire. Donc il y a un aspect aussi scientifique. C'est pas juste un jeu pour être un jeu, et on l'a bien compris. Mais en tout cas, il y a aussi un apport qui est lié à un laboratoire. Tu peux nous en parler un peu plus de ce laboratoire et de ce qu'il apporte dans le jeu? En fait, c'est un laboratoire d'éco-entomologie, donc ils sont spécialisés dans l'étude des insectes, ils sont basés à Orléans. Et aujourd'hui, ils nous accompagnent vraiment sur toute la partie réflexion en amont de nous, l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'on va discuter hyper régulièrement avec le fondateur notamment pour lui dire on voudrait travailler sur les insectes pollinisateurs. Est-ce qu'il y a des espèces en particulier qui sont plus en voie de disparition d'autres? Est-ce qu'on aimerait que les insectes soient travaillés de façon un peu dans l'émotionnel avec des super pouvoirs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre de la vie réelle et l'appliquer dans le jeu? Par exemple, on a découvert que les mouches avaient ce qu'on appelle une arista, qui est une plume, presque comme une plume au niveau de leur tête, qui leur permet d'avoir comme un sixième sens, et donc de capter des changements de température, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est hyper intéressant pour nous, et c'est des données que va nous apporter le laboratoire. Donc, en fait, eux, ils viennent vraiment avec cette couche expertise scientifique, mais que nous, ensuite, on va retravailler de façon beaucoup plus ludique dans le scénario pour que finalement, ce soit presque transparent pour le joueur. C'est-à-dire qu'on ne vient pas lui donner des leçons dans le jeu. C'est vraiment toute l'enveloppe du jeu qui est construite de façon à ce que s'il a envie de creuser, il va se rendre compte qu'en fait, finalement, quand il joue la cétoine, par exemple, qui est un scarabée, c'est la même cétoine qu'il va pouvoir retrouver dans son jardin cet été. Voilà. Donc c'est vraiment un peu le double enjeu, c'est d'amener ce socle scientifique qui nous permet de ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'on avait envie qu'il y ait un fond de vérité sur le jeu, mais en revanche, il y a vraiment nous, ce qu'on va chercher, c'est du ludique, et c'est vraiment que le joueur s'amuse. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'il y a différentes couches de profondeur, et selon l'intérêt de la personne, Exactement. Elle peut y aller, et selon peut-être son ouverture, peut-être ça peut l'aider d'être dans le côté ludique et l'ouvrir peut-être sur une couche un peu plus profonde, et au final l'amener à soit avoir une conscience différente, ou soit à elle impacter à sa façon. Exactement. En fait, nous, on a gagné notre pari si on a joué sur l'émotionnel déjà. C'est-à-dire que si, parce que
j'ai passé 3 soirées d'affilée à jouer un papillon pan du jour avec mes amis. Alors le papillon pan du jour, à la limite, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on a moins envie de tuer les papillons l'été autour du barbecue. Mais je vais prendre la guêpe, par exemple. Si j'ai passé 3 soirées d'affilée à jouer une guêpe chasseuse et que j'ai vécu des aventures avec elle pendant plusieurs heures, bah, peut-être qu'effectivement cet été, quand je vais avoir des guêpes dans mon jardin, j'aurai peut-être un ressenti qui sera différent et je vais peut-être la regarder un peu différemment et moins avoir envie de la voir comme un nuisible. Donc ça, nous, c'est le premier objectif en fait du jeu, c'est déjà de jouer sur l'imaginaire et l'émotionnel. Et après, si le joueur a envie d'aller plus loin et justement de se renseigner, bah, il a le livret pédagogique pour justement aller plus loin. Mais au niveau du jeu, c'est vraiment cette partie émotionnelle, ressentie, imaginaire qui nous intéresse. Ah, c'est génial. Ouais. Et quels sont les autres thèmes que vous allez aborder par la suite pour développer peut-être l'offre ou Bah, on n'a pas vraiment de limite en fait. Là, ça va être en fonction de nos affinités aussi. Parce que l'idée, c'est quand même que nous aussi, on prenne du plaisir sur les jeux qu'on développe. Et puis, en fonction des partenaires à chaque fois avec lesquels on va travailler. Mais on a très envie de travailler sur la problématique de l'égalité des genres. On a très envie de travailler sur le handicap, notamment proposer un jeu pour les personnes qui sont malvoyants, par exemple, qui peut être le jeu de rôle peut se prêter à ce type de pratique. Donc, tous les sujets en lien avec le développement durable sont envisageables. Et donc, ça va vraiment être un peu en fonction de les idées aussi, parce que l'enjeu, c'est justement toujours de réussir à trouver un angle qui soit fun et qui permette de proposer un vrai jeu où chacun peut prendre du plaisir à le jouer. Donc, ça dépend aussi beaucoup de ça. Mais on a déjà plein d'idées. Mais je pense que oui, l'égalité entre l'égalité des genres, c'est clairement potentiellement la prochaine boîte parce qu'on a déjà aussi pas mal d'idées de thématiques et également des partenaires qui seraient intéressés. Donc ça sera peut-être la prochaine thématique. D'accord. Et comment vous faites pour faire appel à des partenaires? Là, tu dis que des partenaires sont intéressés. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que c'est... Alors sur la première, oui. Bah, en fait, c'est assez variable. Là, sur la première thématique, c'est vraiment nous, dans notre salon, avec Jérémy, qui avons commencé à un peu imaginer ce que ça pourrait être d'incarner les insectes. Et donc, suite à ça, on a commencé à se renseigner en disant, bon, on aimerait bien avoir un acteur un peu référent. Mais ça nous arrive là déjà d'avoir notamment associations qui nous proposent des thèmes. Donc le choix va se faire un peu entre les deux, c'est-à-dire que ça peut être un acteur particulier qui va nous inspirer, nous donner envie de travailler sur cette thématique, ou nous qui avons déjà un scénario en tête et allons chercher l'acteur référent. Mais d'ailleurs, on n'a pas forcément vocation à travailler avec un seul acteur. Nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir justement faire, comme notre nom l'indique, une aventure collective. Donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir travailler avec plusieurs partenaires experts qui vont pouvoir enrichir le projet. Et depuis le site, les partenaires peuvent demander de devenir partenaire pour proposer... Écoute, non, tu mets la pression là, donc je vais créer la page bientôt. Non, on est un peu sur une version alpha du site, donc non, aujourd'hui ça s'est plutôt fait via LinkedIn ou sur la page Insta, ou même en mail direct. Mais effectivement, ça va être clairement un des gros enjeux pour nous là, c'est d'avoir un site qui soit non plus uniquement une landing page, mais que ce soit plus facile de venir nous proposer des projets. Mais ça peut être le cas. En tout cas, il y a une adresse de contact, donc on peut complètement nous proposer un projet. Ouais. Mais après, là, c'est vrai qu'on est très... Ouais, ce serait intéressant. C'est la prochaine étape. Wow, trop bien. Ouais. Cool. Et tu disais que vous alliez chercher du financement pour développer en fait la commercialisation, je suppose. Mm-hmm. Tu peux nous en parler un peu plus et de comment ça se passe et peut-être les partenaires, comment ça va se passer? Alors c'est encore, on est très, alors c'est en cours de construction. Là pour l'instant, on a un objectif en tête qui est vraiment la campagne de pré-vente en septembre parce que pour nous c'est vraiment le moment où on va lancer
la communication sur le jeu, où on va aussi aller plus concrètement à la rencontre des joueurs, parce que là aujourd'hui on organise des playtests en fait, mais on est toujours sur des petits nombres. Là, ça va être le moment où on va se rendre compte en fait du potentiel du jeu. Et ensuite, la suite de l'histoire, elle va s'écrire aussi par rapport à cette campagne. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va, nous, on aimerait beaucoup être distribué dans des circuits spécialisés, donc ça va être vraiment la suite de l'histoire. Donc non, la dynamique là pour l'instant, le financement en tant que tel, c'est pas tellement une levée de fonds, c'est vraiment d'être capable de commercialiser nos premières boîtes et de voir si le prix qu'on a fixé est correct, si les joueurs ont autant envie que nous de découvrir, enfin voilà, de découvrir le jeu et si l'approche comme on la propose aujourd'hui, elle fonctionne. Donc aujourd'hui c'est plutôt ça notre objectif et on est vraiment très là on sait qu'on a encore 3-4 mois de développement de jeu pur devant nous et la suite va découler de cette campagne sur Ulule. D'accord. Ok, super. On mettra le lien sous la vidéo pour les gens qui veulent participer, contribuer au projet. Ouais, avec plaisir. Et tu as dit qu'on pouvait vous retrouver au festival FIP. Le Flip, oui. Flip. Qui sera, Flip, exactement. Qui sera cet été, donc c'est au mois de juillet. Alors, j'ai plus les dates exactes en tête, ça doit être du 12 au 24, quelque chose comme ça. C'est à Paternais, donc c'est dans les Deux-Sèvres. Et donc, oui, on va être, si tout va bien, on sera sur un espace qui est réservé en fait au jeu et à l'environnement. Donc, on est très content d'y être. Et c'est un espace qui est réservé justement un peu aux nouveaux créateurs, enfin voilà, sur des jeux en cours de lancement. Donc ce qui nous allait très bien et c'est un super moyen aussi justement d'aller rencontrer des joueurs sur une semaine comme ça thématique. C'est très cool, donc on est content. Ok. Je vais finir par quelques dernières questions. C'est un petit medley de petites questions que je pose à tous les intervenants. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Ah, dur. Ce qui vient, juste... J'ai les Razmoquettes. Les Razmoquettes. Mais il y avait le Roi Lion qui était vraiment derrière, tu vois. Ok. Mais voilà. Pourquoi pourquoi les Razmoquettes? Ça me faisait rire. Razmoquettes, c'est... Ça passait sur la 3, je suis tellement un produit de mon époque. Ça passait sur la 3, c'était des bébés qui étaient à quatre pattes, etc., et parlaient. Donc c'était assez creepy. Je la trouvais, ça me rappelle des souvenirs de goûter chez mes grands-parents. Voilà, donc il y a un côté très nostalgie. Mais c'est le premier qui est venu en fait. Voilà. Ok. Mais le côté un peu enfant, jeu. Ouais, aussi, ouais, je pense que c'est vraiment la sortie d'école, les goûters avec ma sœur. Et puis il y avait un côté, je pense qu'il faudrait que je les regarde pour me rendre compte, mais il me semble qu'il y avait un côté assez second degré en fait dans le dessin animé. C'est-à-dire que je pense qu'il était pour les enfants, mais qu'il y a une lecture adulte doit être assez drôle. Donc voilà. Je regarderai ça. Je les regarderai, ouais. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Ah, oh, c'est dur ça. De quoi je suis la plus fière? Honnêtement, je pense que c'est d'avoir réussi à accepter que j'étais pas parfaite et d'apprendre en fait. Je pense que c'est ça. C'est d'avoir réussi à me libérer de l'image que j'avais de moi-même il y a 10 ans, très figée. De je suis comme ça, je suis comme ça. Et en fait, je crois que c'est ça, je suis assez fière en fait d'avoir réussi à évoluer là-dessus. Et ouais, c'est très. Je réfléchis. Et après, oui, c'est des relations. Après, plus personnellement, c'est des relations que j'ai réussi à garder, que ce soit avec mes amis, avec Jérémy quand même. Je suis quand même assez fière d'être. Ouais, c'est ça. Je pense d'avoir réussi à construire des relations saines et d'avoir des gens qui m'aiment sincèrement et que j'aime sincèrement. Voilà. Si tu pouvais parler à la Laura d'il y a 10 ans, qu'est-ce que
lui dirais? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'il faut accepter, qu'elle lâche prise. Euh, que ouais, tu peux pas avoir le contrôle sur tout, que être émotif c'est pas un défaut, que voilà, que tu as le droit de rire trop fort ou de pleurer trop souvent et que ça en fait pas une faiblesse en fait, que c'est juste voilà, que c'est assez humain en fait et que c'est pas grave. Voilà, ouais, je crois que c'est plus ça ouais, d'arrêter d'essayer de rentrer dans un moule qui lui va pas. Donc juste voilà, c'est progrès sur ce que tu peux améliorer en termes de traits de caractère, etc. Mais par contre après accepte qu'il y a des choses que voilà, tu as pas besoin de changer et c'est pas grave hein, en fait. Voilà. Imagine que ton fils ou ta fille regarde cette vidéo à un moment où ils vont peut-être choisir de savoir dans quelle direction, quelle voie ils veulent choisir. Qu'est-ce que tu leur passerais comme message? D'aller là où ça les fait vibrer en fait et de pas choisir une voie pour alors je sais pas si c'est les mauvaises raisons mais pas que pour pas que par de la raison justement en fait qu'ils écoutent aussi vraiment ce qui les anime parce que voilà finalement ils vont faire ça un petit nombre d'années tout en ayant en tête, et c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, qu'en fait ils auront 5 vies dans une vie quoi. Et c'est trop cool. Donc finalement, c'est pas très grave de se tromper. Et c'est très bien. Et moi je me dis peut-être que dans 10 ans, je serais trop contente de faire un doctorat, une thèse en psychologie, voilà, parce que ça m'a toujours intéressée. Voilà, enfin, et je trouve ça très cool. Donc il faut pas mettre, peut-être ne pas être trop sérieux finalement. Amusez-vous. Ah bah, grave. Et là, t'es l'ambassadrice pour en parler aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Euh, Alors, c'est dur. Je sais pas, je dirais peut-être j'aimerais bien qu'on se rappelle peut-être l'empathie, enfin alors, peut-être sur le côté personnel, mais je dirais ma capacité à avoir été là pour les personnes qui étaient importantes ou pas d'ailleurs, parce que je peux avoir j'aime bien aider globalement, donc peut-être ça, le côté, j'espère, empathique et plutôt aidante. Et, euh, et dans l'intimité, je sais pas, je veux qu'on me trouve drôle, donc ça me ferait rire qu'on dise ouais, t'es rigolote quand même. Voilà. Et elle a monté une super boîte aussi. Bravo, c'était vachement bien, Collective Adventure. Non, ouais, c'est ça en fait, c'est un peu d'avoir réussi à faire, à amener peut-être un peu de légèreté, amener un peu de légèreté chez les gens et de les avoir peut-être inspirés ou voilà, fait rêver à des moments sur des sujets qui n'étaient pas forcément évidents du quotidien. Mais derrière Collective Adventure, moi je sens qu'il y a beaucoup plus que ça, tu vois? Et par rapport à ça, le pourquoi de vous créer Collective Adventure, tu aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi dans 100 ans, tu vois? Euh, ouais, je pense que ce qu'on aurait envie, donc là je mets je mets la casquette projet avec Jérémy, mais je pense que nous, ce qui nous drive, c'est de mettre des gens, en fait, de réunir les gens, de les faire passer des bons moments ensemble et en même temps redonner, ouais, enfin c'est ça, c'est cette idée d'impact et d'utilité au jeu, quoi. C'est de se dire qu'en fait ça peut être, c'est hyper nécessaire d'être un peu plus léger dans la vie aussi et qu'il faut pas attendre, il faut pas s'arrêter de rêver et d'imaginer quand on est adulte. Je crois que c'est ça en fait que je voudrais qu'on se rappelle. C'est qu'en fait il n'y a pas d'âge pour rêver, pour imaginer, pour endosser des rôles, pour rêver la personne qu'on a envie de devenir en fait. Parce que finalement quand on commence à imaginer, c'est peut-être c'est le début du chemin pour agir. Donc ouais, je crois que c'est ça. De pas s'arrêter, que la vie est un terrain de jeu et qu'il ne faut pas s'arrêter
de jouer une fois qu'on est adulte. Ok. Et ça va faire la transition sur la dernière question. Si tu pouvais résumer ta vie en une punchline, une citation, une phrase simple en fait, quelle serait-elle? Ah, c'est hyper dur ça, sans avoir préparé. J'aimerais trop te dire un truc très philosophique, tu vois, très inspirant, mais Tu l'as dit juste avant, je pense. je l'ai dit juste avant, donc je peux la résumer comme ça. Ouais, je peux résumer ma vie. Ouais, c'est ça. C'est jouer, ouais, voir la vie comme un jeu en fait. Pas se prendre trop au sérieux en fait. Et choisir, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ne pas prendre la vie trop au sérieux et choisir le rôle qu'on a envie de jouer. Voilà. Excellent. Où peut-on te retrouver du coup? Eh ben, écoute, je te donnerai les liens exacts, mais on a un site internet qui est collectiveadventure.com, on est sur Instagram avec Collective Adventure Studio, on a également la page Facebook qui est Collective Adventure Studio, et puis après sur LinkedIn, on peut nous suivre aussi. Ouais. Ok, Voilà. super. Est-ce qu'il y a des actualités du moment que tu aimerais partager? Bah, la grosse actualité à venir, ça va être vraiment le flip cet été, la campagne Ulule sur le mois de septembre. Et non, et après, on cherche des gens qui ont envie de tester le jeu. Donc, n'hésitez pas à m'écrire directement sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, via le site internet aussi, mais on cherche des playtesters. Donc, si vous avez envie de faire partie des tout premiers joueurs de Roll-Time. Ouais, est-ce qu'il y a une localisation limitée? Alors, nous, on est sur Bordeaux. Oui. Donc, en présentiel, pour l'instant, on fait plutôt des initiations sur Bordeaux. Mais selon, ça nous arrive de nous déplacer sur Paris. Moi, je viens de Marseille à la base, donc ça nous arrive de nous déplacer. Et puis, on est en train de mettre en place. Donc, ça, on espère pouvoir le lancer en mai. On va lancer les playtests en digital aussi, pour pouvoir faire des parties à distance. Minimum Voilà, donc combien de personnes? dans l'idéal, alors on va dire une bonne table, c'est 7 joueurs, donc avec un meneur de jeu. Donc là, aujourd'hui, c'est nous qui animons les parties. À partir de 3-4 joueurs, c'est bien. De 4 à 6 joueurs, c'est bien. Ok, ok. Et donc il y a tous les détails de ça sur le site ou c'est juste en vous contactant en direct? Non, pour prendre les playtests, c'est mieux de nous contacter en direct et j'orienterai vers on a un serveur Discord où on organise les playtests. D'accord, ok. Voilà. Mais avec l'URL Discord, elle est un peu compliquée. D'accord. C'est avec plein de lettres, etc. Donc je te la donnerai. Donc peut-être expliquer ça pour que les gens ils aient... les playtests se font sur une plateforme en ligne? Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vraiment en physique. Donc, en fait, on prend rendez-vous avec les gens. Ouais, exactement. On va lancer courant du mois de mai pour que ce soit possible de le faire en digital. Et en fait, on a une communauté qu'on invite à aller sur Discord quand ce sont des personnes qui ont vraiment envie de tester le jeu. En fait, on organise. C'est vraiment l'organisation qui se fait via Discord parce que c'est là où, pour l'instant, il y a le plus d'informations concernant le jeu. C'est là où on va partager les illustrations. C'est là où on va partager un peu tout ce qui est de l'ordre du game design. D'accord. Donc, Okay. en termes d'organisation, c'est plus pratique pour nous, mais ça peut se faire par mail aussi, très simplement. Ok. Juste me contacter. Ok. C'est Laura, @Collective Adventure, voilà. Le lien pour rejoindre le groupe Discord dessous de la vidéo du podcast. Trop bien. Comme ça, les gens rejoindront la communauté. Génial. Super. Trop bien. Un dernier mot, Laura? Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup pour ce temps. J'étais ravie. Puis j'espère que je vais pouvoir te faire jouer aussi à toi bientôt à Roll-Time, faire une petite initiation. et voilà, hâte d'être en septembre et de pouvoir vous dévoiler à tous le jeu complet, quoi. Ok, super. Et quand tu dis dévoiler, ça se fera à travers les réseaux, la com. Ouais, exactement. C'est okay. À travers. On commence déjà à en montrer pas mal, mais on est en train de finaliser
on est en train de finaliser, donc oui, clairement. C'est à suivre sur Instagram plus particulièrement. Parfait. Mais je te remercie. Merci. C'était très riche et ouais, j'ai vraiment hâte de jouer au jeu parce que ça a l'air vraiment intéressant. Moi j'aime bien quand il y a différents niveaux de profondeur et ouais, ça m'intrigue et Trop bien. j'aborde les petits, les petits insectes là, les dessins, ça donne envie en tout cas. Trop bien. Écoute, ravi. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation et à très vite. Au revoir tout le monde.